J'ai maintenant le plaisir d'accueillir à ma gauche le docteur Stéphanie Roulet, qui, elle, va nous faire le versant clinique, c'est-à-dire finalement lorsqu'on se retrouve confronté en périopératoire à un de ces patients cirrhotiques qui se met à saigner, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut prendre en charge cela. C'est à toi. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Et j'en profite pour remercier également LFB pour m'avoir sollicité pour ce symposium. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt forcément, en particulier avec LFB aujourd'hui. Nous allons voir ensemble, est-ce qu'on peut prédire ou pas le saignement du patient cirrhotique? Quand le saignement survient, comment le gérer? On prendra quelques exemples de chirurgie de résection hépatique et de transplantation hépatique parce que celle-ci est en quelque sorte un modèle de chirurgie hémorragique. Et puis on parlera également un petit peu de fracture de col du fémur et de neurochirurgie qui sont des situations pas si rares que ça qu'on peut rencontrer chez le patient cirrhotique. Alors, première question à laquelle on peut être confronté, c'est peut-on opérer un patient cirrhotique ? Plus le patient a une cirrhose grave et avancée, plus on va être frileux pour le mettre au bloc opératoire pour autre chose qu'une chirurgie hépatique ou de transplantation. Et depuis longtemps maintenant, on a le score de Child-Pugh-Turcotte qui prédit le risque de mortalité périopératoire après une chirurgie abdominale chez le cirrhotique, chirurgie abdominale hors transplantation. Et on voit que plus le patient est grave, plus la cirrhose est sévère, plus le risque de mortalité est important. Dès lors, on sera très précautionneux et parcimonieux sur la chirurgie chez ces patients. De manière plus récente, a été développé le score de MELD, qui, avec une formule un petit peu complexe que vous voyez sur la diapositive, mixe l'INR, la créatinine, la bilirubine et plus ou moins le sodium. Et ce score a été développé initialement pour prédire la mortalité après la mise en place d'un TIPS chez le patient cirrhotique, puis la prédiction de la mortalité sur liste d'attente de transplantation. Ce score de MELD a ensuite été étudié dans d'autres circonstances et en particulier pour tout type de chirurgie majeure hors transplantation. On voit que pour les patients à MELD bas, donc peu grave, la mortalité est assez faible. Dès que le MELD est supérieur à 20, sachant que ce score de MELD est borné à 40 en limite supérieure, eh bien la mortalité excède 50%. Donc raison de plus pour être vraiment, pour bien réfléchir aux indications chirurgicales. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même être amené à opérer des patients cirrhotiques et on classifie les interventions selon le risque hémorragique. Les interventions au risque hémorragique les plus faibles chez ces patients sont les endoscopies, plus ou moins accompagnées de biopsie, la ponction d'acide, ce n'est pas une chirurgie, mais c'est un geste invasif, des extractions dentaires. En particulier, on peut être amené à réaliser des extractions dentaires multiples chez des patients avant mise en liste de transplantation, et les ponctions biopsie hépatique par voie transjugulaire. Des interventions à risque hémorragique intermédiaire sont les PBH par voie transpariétale, les polypectomies, sphinctérotomies, radiofréquence hépatique, la paroscopie, pose de TIPS, toutes interventions dont on posera bien évidemment le bénéfice par rapport au risque, mais qu'on peut être amené à faire chez ces patients. Et enfin, des interventions à risque hémorragique majeur que sont les cathétérismes vasculaires, toute chirurgie ouverte, la fracture du col du fémur, on en parlera tout à l'heure, la neurochirurgie. Chez ces patients, le risque de ressaignement selon les études varie de 27 à 37%. Et enfin, la transplantation hépatique. Alors, peut-on prédire le risque hémorragique du patient cirrhotique ? Si on s'intéresse au score clinico-biologique, il y en a plusieurs qui ont été développés, on se rend compte qu'ils sont finalement faiblement prédicteurs de la transfusion lors des résections hépatiques chez les patients cirrhotiques Child A. Et par ailleurs, l'équipe de Massicotte à Montréal en particulier s'est intéressée à la potentielle corrélation entre le score de MELD et la transfusion lors de la transplantation. Cette corrélation est faible et en tout cas pas du tout linéaire. La biologie standard, Aurélien en a parlé tout à l'heure, INR, TP, TCA, temps de saignement, numération plaquettaire, ces éléments pris isolément reflètent incomplètement l'hémostase du cirrhotique et ne permettent pas de prédire le risque hémorragique lors d'actes invasifs. Dans le cas particulier d'un patient cirrhotique qui serait en réanimation, des seuils très bas tels qu'une thrombopénie inférieure à 30 Giga par litre, un fibrinogène inférieur à 0,6 ou un TCA très allongé sont des facteurs de risque indépendants de saignement. Mais bon, ça, c'est le cas chez n'importe quel patient. Enfin,
ces patients cirrhotiques qui sont sujets aux infections, l'impact des infections est important sur l'équilibre hémostatique par un effet héparine-like qui peut entraîner un déséquilibre de cette nouvelle balance hémostatique que nous a décrite Aurélien tout à l'heure, et donc il y a un risque hémorragique plus important. Aurélien nous a bien parlé des tests viscoélastiques. On a quelques éléments dans la littérature pour dire qu'il y a une plutôt bonne corrélation entre le FibTEM, donc qui est en quelque sorte l'étude de la part fonctionnelle du fibrinogène, et le fibrinogène close tel que dosé au laboratoire. Peut-être que des indices dynamiques, plutôt que prendre des mesures à un temps donné sur les tests viscoélastiques, et plutôt regarder des vitesses de formation, des angles d'apparition de caillots, pourrait peut-être permettre de prédire un peu mieux le saignement et la transfusion, mais il y a pour le moment peu d'études. Et enfin, chez le cirrhotique, on observe tout type de tracés, et on a même des tracés dits d'hypercoagulation chez le patient cirrhotique. On a des patients que l'on va devoir opérer. On a vu qu'on n'avait pas vraiment de moyens de prédire le saignement. Faut-il pour autant corriger la coagulopathie de manière systématique avant le geste? Et si oui, quel seuil appliquer? Le rendement transfusionnel plaquettaire est assez mauvais chez les patients cirrhotiques. L'ANSM et le ASL évoquent des seuils de 50 gigas par litre, mais avec un niveau de preuve très faible. Si l'on voulait corriger les chiffres de TP et de TCA, on serait amené à apporter d'importants volumes de plasma, dont on a vu tout à l'heure que finalement il n'avait que peu d'effet sur l'amélioration de la génération de thrombine, et en plus, transfuser de hauts volumes de plasma prédispose à des effets indésirables importants. L'administration préventive de fibrinogène, on trouve tout et son contraire dans la littérature. Certaines équipes ont étudié l'intérêt d'un agoniste du récepteur de la thrombopoïétine qui en fait stimulerait la synthèse plaquettaire. Certes, c'est efficace, mais il y a des effets indésirables thrombotiques qui sont décrits. Et enfin, la place éventuelle du facteur 7 activé recombinant a été étudiée en transplantation ou en chirurgie de résection hépatique, et finalement n'a pas sa place. Tous ces éléments ont conduit les experts ayant participé à la RFE sur l'insuffisance hépatique en soins critiques à émettre l'avis suivant, qui est qu'avant la réalisation d'un geste invasif chez le patient cirrhotique, il n'y a pas lieu de transfuser de manière préventive du plasma, des plaquettes ou du fibrinogène pour limiter le saignement. Vous verrez que vous voyez, c'est juste un avis d'expert, car on manque d'arguments forts dans la littérature. À titre d'exemple, je vous propose ici un algorithme développé par une équipe américaine sur comment gérer et quel guideline de transfusion chez un patient cirrhotique qui doit bénéficier d'un geste et d'une procédure gastro-intestinale. Alors, ils ont divisé leur algorithme en plusieurs catégories. Tout d'abord, y a-t-il lieu de transfuser des plaquettes ? Ils proposent de ne pas transfuser de plaquettes si la numération est supérieure à 30 gigas par litre. Et la transfusion de plaquettes pourrait être intéressante en cours de procédure s'il y avait un saignement et si la numération plaquettaire était inférieure à 30. Concernant la transfusion de plasma, donc elle n'est pas... Oh zut, est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, pardon. Donc la transfusion de plasma n'est pas recommandé si l'INR est inférieur à 2,5. Si l'INR est supérieur à 2,6, dans cette équipe, ils ont l'habitude d'administrer de la vitamine K et d'administrer du plasma, mais à une faible posologie, 10 ml par kilo. Aux États-Unis, il n'y a pas de concentré de fibrinogène. Ils utilisent des cryoprécipités qui associent du fibrinogène, mais également d'autres facteurs de coagulation. Et dans cette équipe, le seuil a été fixé à 1 g par litre. Enfin, concernant la transfusion de globules rouges, pas d'indication à transfuser tant que l'hémoglobine est supérieure à 7 g par décilitre et tant qu'on n'est pas en situation d'hémorragie active. À mesurer évidemment en fonction des autres comorbidités du patient. Un exemple un peu caricatural de chirurgie chez le patient cirrhotique, c'est la chirurgie de résection hépatique, voire à l'extrême la transplantation hépatique, et on va être confronté dans ces cas-là à la gestion de l'hypertension portale. L'hypertension portale,
elle est consécutive à la cirrhose et elle est pourvoyeuse d'un certain nombre de complications chez le patient cirrhotique, en premier lieu les ruptures de varices œsophagiennes. En cours de chirurgie, si le patient a une hypertension portale et qu'on augmente la volémie en apportant par exemple du plasma, on va aggraver l'hypertension portale. Et on voit sur cette étude de Reverter parue en 2019 que plus le gradient de pression intra-hépatique est élevé, plus la mortalité, enfin la morbimortalité post-opératoire est importante. Si l'on apporte des plasmas en forte quantité dans l'hypothèse de vouloir corriger un TP, eh bien, on va aggraver l'hypertension portale, majorer le risque de saignement et de complications post-opératoires. Au cours de la transplantation hépatique, on observe différentes phases de chirurgie et donc différentes modifications de l'hémostase. Le risque hémorragique, dans la littérature, il est clairement lié à la technique chirurgicale, aux antécédents, à la présence d'une hypertension portale, aux antécédents d'infection d'acide. En cours de saignement, il va y avoir une consommation des facteurs, une consommation des plaquettes et une dilution par le remplissage vasculaire que l'on va apporter. L'hyperfibrinolyse se manifeste principalement à partir de la phase d'anépathie par la conjonction de l'absence de clairance du TPA et une diminution de l'activité de l'inhibiteur, de l'activateur du plasminogène, le PAI-1. L'hyperfibrinolyse persiste après la revascularisation du greffon, en particulier par libération de TPA par le greffon que l'on vient de brancher sur la circulation. Et on observe également un effet héparine-like, c'est-à-dire que si on fait des TCA, on observe un allongement du TCA. Sur les tests viscoélastiques, on voit un temps de coagulation allongé, mais cet effet héparine-like seul n'a pas d'impact sur le saignement. Tout au long de cette chirurgie, les fonctions plaquettaires sont plutôt préservées. Comme nous l'a montré tout à l'heure Aurélien, il y a une augmentation de l'activité du facteur Willebrand et une diminution de l'activité de l'Adams-13. On a remarqué au fil du temps et de l'amélioration de la prise en charge, des techniques chirurgicales, des techniques anesthésiques, que les transplantations hépatiques saignaient de moins en moins, voire plus du tout. Ainsi, l'équipe de Massicotte à Montréal a publié de grosses séries de patients avec très peu de transfusions péropératoires. Une évaluation un petit peu ancienne maintenant qui date de 2008 des 21 centres qui à l'époque faisaient de la transplantation hépatique en France a montré que dans 8 des 21 centres, les patients recevaient en moyenne 2 à 5 kg globulaires par transplantation, mais dans 4 centres, ils recevaient toujours plus de 5 kg. À l'époque, un seul centre faisait de la transplantation sans plasma et 5 centres administraient systématiquement plus de 5 plasmas frais congelés par transplantation. On n'avait pas de données ou des données peu exploitables sur l'apport de fibrinogène ou la transfusion de plaquettes, et l'utilisation des antifibrinolitiques à cette époque était très variable. Néanmoins, on en a tous l'expérience, certaines transplantations demeurent hémorragiques parce qu'on l'a bien vu que les facteurs de risque étaient difficiles à définir. On ne peut pas se fier au TP et à l'INR. Les paramètres des tests viscoélastiques, on l'a vu, pourraient nous aider peut-être à administrer les produits sanguins de manière séquentielle. On a vu qu'il y avait plutôt une bonne corrélation entre le FibTem et le fibrinogène. Les seuils sont extrêmement difficiles à définir parce qu'on a des niveaux de preuves faibles dans la littérature. Et ce qui compte vraiment de manière fondamentale, c'est la communication avec le chirurgien. Et pour autant, plus de saignement ne signifie pas forcément plus de transfusion. À partir du moment où il y a un algorithme transfusionnel d'équipe avec des seuils adaptés à la population cirrhotique, eh bien on arrive à maîtriser cette transfusion. Place des tests viscoélastiques. Pas de recommandation de haut niveau de preuve et la place de l'acide tranexamique reste encore à définir parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de grandes disparités d'utilisation en fonction des équipes. On change totalement de type d'intervention. Quelques mots sur la fracture du col du fémur. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler du col du fémur? Parce que cette fracture est fréquente chez le patient cirrhotique, que les complications après chirurgie orthopédique sont plus élevées chez le patient cirrhotique avec une mortalité plus élevée, que ce risque de fracture est majoré chez un patient cirrhotique d'origine alcoolique versus des patients non cirrhotiques de même âge et de même sexe, et que la mortalité à J30 sera 2 fois supérieure chez le patient cirrhotique versus le patient non cirrhotique.
Vous le savez, c'est une urgence chirurgicale. L'idéal est que ces patients soient opérés dans les 48 heures qui suivent la fracture. Le saignement péropératoire va dépendre du type de fracture, de la qualité de l'os sous-jacent et de la technique chirurgicale. C'est donc multifactoriel. Il n'y a pas de place pour l'administration prophylactique de plasma, de plaquettes ou de fibrinogènes dans cette prise en charge. On suivra bien évidemment la cinétique de saignement, on suivra l'évolution de l'hémoglobine. Il est important de mettre en place dans chacun de nos centres des protocoles de service adaptés aux moyens sur place, à l'accès au laboratoire, à l'accès éventuellement aux tests viscoélastiques, au type de banque de sang que l'on a à proximité du bloc opératoire. Dans cette situation, la citranexamique a toute sa place puisqu'il va aider à la réduction du saignement et de la transfusion sans générer de surrisque thrombotique. Et il ne faudra pas négliger chez ces patients la thromboprophylaxie post-opératoire. Un cas particulier, c'est la neurochirurgie. On le sait, chez un patient non cirrhotique, les seuils pour aller au bloc opératoire sont supérieurs en neurochirurgie versus les autres types de chirurgie. Eh bien, chez le patient cirrhotique, on a un petit degré de complexité supplémentaire. L'équipe de Chen en 2015 avait distingué 2 catégories. La catégorie de la chirurgie programmée, où on a le temps de bien faire les choses, de faire plusieurs numérations, d'adapter les bilans et d'apporter tous les produits nécessaires, plaquettes, fibrinogènes, éventuellement plasma avant l'intervention. Et vous voyez la petite colonne de droite là sur l'albumine. Et cette équipe s'était particulièrement intéressée à l'importance de l'hypoalbuminémie qui était un facteur de risque de saignement chez le patient cirrhotique. En chirurgie urgente, c'est un petit peu plus complexe, on a moins de temps de réfléchir. En tout cas, il y a probablement de la place pour l'administration de vitamine K, la transfusion de plasma et de plaquettes dans le cadre de la chirurgie intracrânienne urgente. En conclusion, on a vu que la prédiction du saignement chez le patient cirrhotique était difficile. La prévention, pas simple non plus, parce qu'on n'a pas d'argument pour une administration prophylactique de produits sanguins ou de médicaments dérivés du sang. La gestion opératoire, elle se fait au plus près avec le chirurgien en suivant l'évolution. Il y a un certain nombre de chirurgies où les antifibrinolytiques ont toute leur place au sein d'algorithmes d'équipe. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, le patient cirrhotique, il est à surrisque thrombotique. Il faut donc évoquer systématiquement, se poser la question de l'anticoagulation post-opératoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous convier aux rencontres TUC-GIHP-GACI qui auront lieu début avril à Paris. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. On va pouvoir entamer la discussion. Je vous incite, ceux qui écoutent, à nous poser des questions sur le site ou via l'application. Je vais commencer de manière très pratique. Finalement, lundi, je suis de garde. Je prends en charge un patient qui, comme l'a dit Stéphanie à la fin, a une fracture du col du fémur et il se met à saigner en péropératoire. Alors, on est encore à un stade où il saigne modérément et donc on a les données du bilan préopératoire. Il a un fibrinogène à 1,2 g, des plaquettes à 52 000 et puis je dirais un TP à 45%. Donc Stéphanie, dans quel ordre tu ferais les choses ? Alors, moi je pense que si on décide d'améliorer l'hémostase de ce patient, il faut de manière conjointe améliorer l'hémostase primaire et la coagulation, c'est-à-dire que j'apporterai en même temps des plaquettes et du fibrinogène. Et si jamais le saignement perdurait, à ce moment-là, j'administrerai du plasma. D'accord, donc en premier lieu, de manière conjointe, les 2 molécules finalement pour lesquelles on a des recommandations à l'heure actuelle et qui sont le moins délétères en termes de volume de remplissage. Ouais, tout à fait. Et alors, peut-être une question un peu plus pour Aurélien. Est-ce que les tests de fonction plaquettaire pourraient nous apporter quelque chose dans ce cadre-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de nous faire ça à l'heure actuelle ? Alors malheureusement, ça va être très difficile pour nous de pouvoir rendre des résultats fiables parce que chez un patient thrombopénique, on a besoin, pour faire des tests notamment d'agrégation plaquettaire, d'avoir un minimum de 100 à 150 gigas de plaquettes dans un PRP. Donc on utilise un PRP au laboratoire, donc on a besoin de concentrer un peu parfois ces plaquettes et à ce taux-là, c'est rare qu'on arrive à avoir autant de plaquettes, donc le test est quand même peu contributif.
Ok. Bon, donc ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Finalement, vous nous avez dit qu'il y avait une des pistes qui était quand même, et ça je pense que vous êtes tous les deux d'accord, qui est la fibrinolyse, agir peut-être sur la fibrinolyse chez ces patients. Alors, les antifibrinolytiques, qu'est-ce qu'on fait? On les donne de manière systématique dès qu'on voit un patient qui a une atteinte hépatique sévère et qu'on le met au bloc opératoire. Finalement, si on les donne à quelle dose? On sait que il peut y avoir, alors c'est vrai que c'est de moins en moins reporté, mais il peut y avoir une accumulation, notamment chez les patients qui ont une insuffisance rénale et peut-être favoriser les phénomènes prothrombotiques. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de tout ça? Je sais pas, peut-être d'abord Aurélien et puis ensuite Stéphanie. Alors, dans un premier temps, juste un mot sur la fibrinolyse au laboratoire. C'est un peu le parent pauvre de l'hémostase. On n'a pas beaucoup de tests, voire pas du tout, qui nous permettent de l'étudier de manière très fine. C'est là où peut-être les tests viscoélastiques peuvent intervenir si on a des profils hyperfibrinolytiques, notamment qui sont relativement visibles sur le tracé. Ensuite, pour l'acide tranexamique, je pense qu'il faudrait avoir des études pour savoir s'il faut le mettre en systématique. Je pense qu'à ce jour, on n'en a pas forcément. Nous, on l'utilise beaucoup dans les maladies hémorragiques. Après, c'est vrai qu'on a moins de comorbidité que les patients cirrhotiques. Je pense que c'est une bonne piste. Je pense qu'il faudrait avoir des données de manière un peu plus robuste que ce qu'on a actuellement. Mais je pense que pour moi, moi, j'aurais mis l'hexacil, par exemple, dans ce cas-là. Le risque thrombotique, il y a une étude, je crois, qui démontre un risque thrombotique avec l'hexacil. Tout le reste, il me semble que c'est non. Donc, je pense qu'on peut être rassuré, à mon avis, sur ce point de vue-là aussi, quand même. Alors, acide tranexamique, donc on sait qu'il y a un certain nombre de chirurgies où pour la population tout venant, il y a un bénéfice à l'administrer. Exemple, la fracture du col du fémur, le polytraumatisme, un certain nombre de chirurgies. Pour la chirurgie hépatique et la greffe, la question se pose toujours, en particulier quand on greffe des CHC sur cirrhose pas très grave. On peut éventuellement être un petit peu plus parcimonieux, mais sur une cirrhose grave où on sait que déjà la phase de décollement va être compliquée, je pense que l'acide tranexamique a toute sa place. En cas d'insuffisance rénale, on peut diminuer les doses de moitié pour éviter justement ces phénomènes d'accumulation, mais l'insuffisance rénale en tant que telle n'est, de mon point de vue en tout cas, pas une contre-indication formelle. Et quant au surrisque thrombotique, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études spécifiques chez le patient cirrhotique, mais on a une accumulation de données entre les études en obstétrique, les études en chirurgie cardiaque, les études du polytraumatisé, qui sont assez rassurantes quant au surrisque thrombotique théorique de l'acide tranexamique. Et en termes de mode d'administration, c'est-à-dire bolus puis un relais au pouce-seringue, ou est-ce que ça change quelque chose? C'est pas ça. Ça, on ne sait pas. D'accord. Franchement. Alors, les tests viscoélastiques, en ce moment, tout le monde en parle beaucoup dans différents contextes, le polytraumatisé notamment, parce que aussi il y a toute une mode entre guillemets des dispositifs point of care, c'est-à-dire qui peuvent nous permettre de faire ce que vous faites dans les laboratoires en moins bien, mais au lit du malade. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça doit être systématique? Est-ce qu'on doit en avoir un au bloc opératoire lorsqu'on prend ce type de malade? C'est difficile encore à l'heure actuelle, on a l'impression. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait si on n'en a pas? Est-ce qu'on doit avoir un algorithme aussi? Quelle est votre impression sur ces tests? Peut-être d'abord Aurélien sur les tests viscoélastiques. Est-ce qu'ils vont réussir à supplanter le laboratoire ou pas? Je pense que ces tests viscoélastiques, ils peuvent être d'une aide précieuse lorsque le laboratoire n'arrive pas à répondre dans les temps. Dans le sens où, notamment quand on a des situations dans lesquelles on a besoin de transfuser énormément. Je pense que là, dans ce cas particulier, je pense que les laboratoires ont parfois des difficultés à répondre dans les temps et les tests viscoélastiques peuvent être une aide précieuse. Dans l'appréciation du risque hémorragique et en cas de saignement, c'est vrai que je pense que les tests du laboratoire sont quand même relativement intéressants parce que oui, on peut balayer de manière relativement...
précise, on va dire le taux de plaquettes, le TP, le TCA, même si on sait que c'est pas le reflet de la physiopathie, enfin de la coagulopathie fine du cirrhotique en fait. Mais voilà, je pense que si on a accès à un test rapide au laboratoire pour l'appréciation du risque hémorragique, je pense qu'il faut privilégier cela. Après, si on est dans une stratégie de gestion de transfusion, je pense que les tests viscoélastiques peuvent être une aide relativement intéressante, d'autant plus que le laboratoire a parfois du mal à répondre dans les temps. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous rapprocher de votre hémostasien pour justement essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir diminuer ce temps de réponse du laboratoire. Merci. Moi, je pense qu'un des intérêts des tests viscoélastiques, si on en a, c'est de pouvoir faire un suivi du patient. Et donc, que ce soit en situation d'urgence ou en situation de chirurgie programmée, c'est toujours intéressant d'avoir un profil de départ. Et puis comme ça, on pourra comparer l'évolution. Parce que si on fait juste le profil viscoélastique au moment où le patient saigne, on ne sait pas d'où on part. Et donc je trouve que c'est plus difficile d'adapter son algorithme. En tout cas, que l'on ait ou pas un test viscoélastique, je pense que c'est bien que dans chaque équipe, il y ait des algorithmes de décision, des algorithmes transfusionnels. Et quoi qu'il en soit, ça ne peut se faire qu'en étroite collaboration avec le laboratoire, effectivement. Tout à fait. Donc en fait, finalement, est-ce qu'il y a un impact du côté global de ces tests, Aurélien ? C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que le côté global, c'est-à-dire j'étudie pas le fibrinogène dans un coin, les facteurs de la coagulation dans l'autre, etc., mais j'étudie la formation du caillot, est-ce que pour toi ça a un impact et ça change quelque chose ? Alors je pense que aucun test n'est parfait. Et on l'a bien vu, d'autant plus pour la partie coagulopathie du cirrhotique, c'est-à-dire que on peut opposer des tests qui sont faits sur plasma. Donc en fait, dans la vraie vie, le caillot, c'est pas du plasma, c'est des globules rouges, c'est des globules blancs, etc. Et là, le test viscoélastique se rapproche un petit peu plus de ce qui se fait dans la vraie vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des avantages, des inconvénients à chacun des tests. Et je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir des algorithmes en fonction des possibilités locales, en fonction des tests qui sont disponibles localement aussi, parce que tout le monde n'a pas de test viscoélastique au bloc de chirurgie hépatique, par exemple. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des algorithmes locaux en fonction des moyens qu'on a. Super. Merci beaucoup. Je crois que on arrive au terme de cette session. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Merci encore du soutien de LFB et à bientôt. Au revoir. Au revoir.